Hello tout le monde! De retour pour un nouveau face caméra, ça faisait longtemps. Très heureux de vous retrouver, ceci dit. Cette vidéo est un complément direct de la vidéo sortie au mois de décembre qui s'intitulait Bilan de la première année du bazar culturel. Et on va essayer d'aller un petit peu plus loin, parce qu'il y avait pas mal de choses que j'avais pas dites dans cette première vidéo. Alors, il n'y a pas vraiment de suspense, vous l'avez vu dans le titre, Rideau Rouge va s'arrêter. Mais avant de vous expliquer pourquoi, il va falloir que je refasse un petit peu une mise en contexte. La première chose que je voulais vous dire, mais vous allez voir que tout est lié, c'est que je suis actuellement en train de prendre un nouveau tournant dans ma carrière puisque j'ai décidé de me recentrer sur une activité pleinement artistique. Donc de reprendre la création de spectacles que j'avais arrêté depuis des années, de développer les cours de théâtre et d'expression corporelle pour les amateurs, bref, je me recentre vraiment là-dessus. Parce qu'à vrai dire, ça faisait un petit moment que je me posais pas mal de questions. La fin de l'année 2023 a été mine de rien assez compliquée. Et ça a été un petit peu aussi le moment de remettre un petit peu tout à plat et de voir vers quoi j'avais envie d'aller. D'ailleurs, vous avez dû un petit peu le sentir en regardant la vidéo bilan, parce qu'au final, elle était très descriptive. Je vous racontais un petit peu comment s'était déroulée l'année, mais j'en tirais pas vraiment de conclusion. Le titre, c'est est-ce que c'est un projet réussi ou pas? Est-ce que c'est vraiment un projet alternatif, le bazar culturel? Et puis en fait, quand on regarde la vidéo, on a un petit peu l'impression que non, mais qu'en même temps, je continue. Enfin bref, il y a une espèce d'entre-deux que vous avez dû sentir, enfin moi en tout cas que j'ai ressenti en la tournant, donc j'imagine que ce ressenti vous a touché aussi. Et tout ça, c'est dû à quoi? L'incapacité à tisser des ponts entre la médiation et la pratique artistique, ce qui était quand même le projet de départ du bazar culturel. Je vais radoter un peu, mais pour les personnes qui me découvriraient, je sais pas, par cette vidéo, ça permettra de remettre vraiment le contexte de A à Z. Donc moi, au départ, je suis metteur en scène, j'ai eu une première compagnie pendant des années, et ce qui a motivé la création du bazar culturel, ça a été de se dire, aujourd'hui, il y a des publics qu'on ne cible pas. En tant qu'artiste, on est complètement déconnecté du terrain, et en plus de ça, on a un modèle économique qui n'est pas solide du tout, parce qu'on est complètement dépendant des pouvoirs publics. Est-ce que du coup, on peut pas trouver un moyen d'aller rencontrer ces publics qu'on ne voit pas par ailleurs, tout en ayant un modèle économique qui soit un petit peu plus solide et un petit peu plus stable? Et du coup, l'idée, ça a été de dire, on va faire de la médiation socio-culturelle, ce qui va permettre d'avoir un business model qui tienne à la fois sur de la médiation et de la création, et puis en même temps, d'aller rencontrer des publics en proposant des activités socio-culturelles, des publics qu'on va pouvoir ensuite exporter, entre guillemets, sur nos activités de création artistique. Voilà, ça c'était le projet de base. Et donc comme je le dis encore une fois dans la vidéo bilan, bref, vous avez compris, ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, faire des ponts entre les deux, c'était impossible parce que tout est très cloisonné. C'est-à-dire que même si ça fonctionnait bien sur le côté médiation, quand on m'appelle pour faire une activité de médiation, les gens ne sont pas intéressés par autre chose. Ils viennent, enfin voilà, il y a un besoin précis auquel on répond, ils viennent pour ce besoin précis. Les autres activités de l'association, c'est pas leur problème. Et c'est pas le problème des gens qui nous appellent non plus. Ils veulent pas j'allais dire, ils veulent pas en entendre parler, c'est pas ça, enfin pas de cette façon-là en tout cas. Mais disons que on n'est pas là pour ça, quoi. Voilà. Et puis, même quand il y a des passerelles possibles, parce que c'est arrivé, par exemple, qu'on m'appelle pour être sur un événement sur lequel il y avait aussi des artistes, et c'est pas à nous qu'on va demander de s'occuper de la partie artistique. Parce que du coup, on a la casquette animation socio-culturelle, et que on est un petit peu relégué à cette tâche-là. On m'a même dit une fois au téléphone que j'étais pas un vrai artiste, parce que du coup, je faisais de l'animation socio-culturelle en même temps. Voilà. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire que voilà, chacun sa mission, tout est très découpé, très cloisonné, et sauf que moi ça me satisfaisait pas du tout en fait. Toute cette période, elle a été nécessaire pour lancer le projet, parce que de toute façon, un projet comme ça, il peut pas se lancer sans qu'on y mette du sien. Et je suis très touché des liens que j'ai pu tisser avec certains publics, voilà, notamment je pense à mes ateliers informatiques avec des seniors, ça a été génial le lien que j'ai pu construire avec eux. Mais pour prendre ce cas très concret, quand je fais un cours d'informatique pour Janine, 72 ans, qui veut apprendre à envoyer une pièce jointe dans son mail, et même si on crée un lien qui est super, et moi, très clairement, c'est pas ça qui me fait vibrer dans la vie, et j'ai pas envie, avec tout le respect que je dois à cette activité et à ces personnes, c'est pas ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et pour continuer encore le parallèle, Janine, 72 ans, qui vient pour envoyer sa pièce jointe, elle en a rien à faire de mes activités de théâtre, et elle va pas venir sur mes activités de théâtre, ça ne l'intéresse pas.
Donc bref, vous l'aurez compris, ça marchait pas, j'ai bien vu que ça marchait pas, et c'était pas possible pour moi de continuer dans cette direction parce que du coup je me perdais. En fait, je suis arrivé en fin d'année 2023 et début d'année 2024 à me dire, mais en fait, je suis qui? Qu'est-ce que je veux concrètement? J'étais complètement perdu dans mon identité parce que du coup, j'étais allé dans plein de directions différentes pendant un an et je regrette aucune de ces directions. Mais voilà, je savais plus vraiment, je m'étais un petit peu égaré en chemin. Et j'avais besoin de revenir un petit peu à ce qui est l'essentiel pour moi, à savoir la création artistique. Là, très clairement, j'ai atteint mes limites et je sens qu'il est temps pour moi aussi de retrouver le plateau. Je vous disais tout à l'heure que ça faisait plusieurs années que j'avais pas monté de spectacle. En fait, ça fait 5 ans. Mon dernier spectacle, c'était en 2019, juste avant le Covid. Alors, au-delà de cette histoire d'animation socioculturelle, il y a eu aussi effectivement cette période qui a été compliquée à traverser en termes de création. Mais du coup, 5 ans, c'est long. Et là, je commence vraiment à trouver le temps long. Et c'est pour ça qu'en fin d'année dernière, j'avais pris la décision d'arrêter le bazar culturel. Voilà, je m'étais dit, puisque mon hypothèse n'est pas validée, puisque ce que je veux faire ne fonctionne pas, et ça sert à rien de continuer. En plus de ça, je n'y trouve pas mon compte, je m'égare un petit peu en chemin. Autant passer à autre chose. Et puis, suspense, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Merci la vie de m'apporter un petit un retournement de situation comme ça à la dernière seconde, puisque fin décembre, on m'a confié un super projet, à savoir l'ouverture d'un club ado, donc d'un espace jeune pour les ados de 11 à 17 ans, dans le sud des Yvelines, hein, là où je suis installé, et que du coup, ce nouveau projet qui est arrivé est venu peser sur la balance dans l'autre sens, puisque avec ce nouveau projet, j'allais de nouveau avoir la possibilité d'embaucher quelqu'un, et potentiellement de lui déléguer les tâches que moi je ne voulais pas continuer, à savoir la médiation culturelle. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé, puisque du coup Sarah est arrivée. Coucou Sarah, si jamais tu me regardes. Et du coup, c'est Sarah qui a récupéré tout ce volet-là, donc qui s'occupe désormais des actions d'aller vers, comme on dit dans le jargon, des dossiers administratifs, donc qui utilise le Culture Truck, qui gère le club ado, pour que moi, je puisse me recentrer sur l'activité artistique. C'est ça qui est complètement dingue quand on y pense, c'est-à-dire que c'est le moment où j'avais complètement lâché prise sur le bazar culturel en me disant c'est fini, j'arrête, je fais à 100% ce que j'aime, quelles qu'en soient les conséquences. Et je vais en reparler après, mais du coup les conséquences, ça aurait été de reprendre un autre boulot alimentaire pour pouvoir faire du créatif, de l'artistique sur mon temps libre. C'est au moment où j'ai lâché prise sur ça que du coup la vie m'a apporté en fait ce que j'attendais depuis un petit moment, à savoir la possibilité de le faire tout en exerçant pleinement mon activité. C'est pour ça forcément que la vidéo bilan de décembre dernier, elle était carrément confuse parce qu'en fait j'étais en plein changement de direction. Alors, si on ferme une parenthèse, à savoir la médiation culturelle, et que je me recentre sur la création, comme je le disais, si je veux créer des spectacles, si je veux développer les pratiques amateurs sur le territoire, il y a toute une série de questions qu'il fallait que je me pose. Et notamment, quel artiste j'ai envie d'être? Quel art est-ce que j'ai envie de créer? Comment j'ai envie de créer? Pour dire quoi? Pour le dire à qui? C'est quoi mon esthétique? C'est quoi mon univers en tant qu'artiste? Tout ça, c'est pas que je le sais plus, mais c'est que j'ai évolué aussi en 5 ans. Je suis plus la même personne qui a créé des spectacles de 2014 à 2019. Il y a eu des expériences de vie, il y a eu une maturation qui s'est faite. J'ai plus envie des mêmes choses et donc je repars un petit peu de zéro aussi là-dessus. Et donc j'ai besoin aussi de me redéfinir en tant qu'artiste dans ce que j'ai envie de défendre. Et il faut savoir qu'il y a 1 milliard de façons de faire du théâtre. Alors moi, ça tombe plutôt bien parce que j'ai toujours été intéressé par l'aspect physique du théâtre. Ça fait depuis ma formation, hein, avant même de vouloir faire du théâtre politique, moi ce qui m'intéressait c'était le corps au théâtre, comment est-ce qu'on met en scène le corps au théâtre. J'avais envie de mêler plusieurs disciplines, d'aller chercher des choses dans ce qui n'était pas forcément du théâtre, bref. Mais je savais pas tellement comment faire. Alors, ça peut paraître curieux dit comme ça, mais il faut savoir que la notion d'un théâtre de la parole, c'est quelque chose de très occidental. Quand vous allez en Asie notamment, le théâtre, ça passe beaucoup par le corps. En Chine, au Japon, dans beaucoup de traditions orientales, le théâtre, c'est un art du corps, c'est une discipline physique avant toute chose. Nous, en Occident, notamment en Europe, mais aussi un petit peu aux États-Unis, on en a fait quelque chose de très intellectuel. Ce qui n'est pas anodin, parce que du coup, le côté intellectuel permet aussi de séparer les élites du reste de la population. Sauf que le théâtre, c'est pas ça, c'est pas un télo le théâtre.
Et à titre personnel, je suis convaincu que c'est en repassant par le corps qu'on le rendra plus accessible, puisque, je vais un petit peu dire une banalité, mais le langage du corps, en l'occurrence, il est universel. On le voit bien avec les films de Charlie Chaplin, qui, selon moi, est le meilleur acteur de tous les temps, soit dit en passant. Dans les films de Charlie Chaplin, il n'y a pas de parole, on comprend tout. Et du coup, c'est accessible à tous. Je vous disais donc que c'était des choses qui m'intéressaient depuis longtemps, et j'avais déjà tenté de mettre en place des trainings de mes acteurs un petit peu différents. Enfin voilà, j'avais tenté des choses pendant ces premières années de création, donc entre 2014 et 2019, sauf que je voyais bien que j'étais un peu hésitant. Faut savoir qu'au niveau du corps, moi pour le coup, je viens d'assez loin, parce que j'avais jamais fait de sport avant mes 24 ans. Hors de question, je détestais ça. Voilà, tout ce qui touchait au corps, pour moi, enfin j'étais complètement déconnecté de mon corps. Donc il y a eu aussi sur mon cheminement personnel une reconnexion au fil du temps. Mais du coup, je suis arrivé à 24 ans, j'étais un empoté en fait. Enfin, je veux dire, je ne savais pas du tout comment m'y prendre, dans quelle direction aller. Enfin, j'avais une envie et je ne savais pas du tout comment mettre en place cette envie. J'étais, somme toute, très maladroit et j'avais aucune structure dans ce que je mettais en place. Et là, je tombe un petit peu par hasard sur le travail de l'Israélien Ido Portal, dont j'ai souvent parlé. Voilà, j'ai accueilli sur Rideau Rouge des invités qui en ont parlé. Ido Portal, donc c'est un coach en mouvement qui est connu pour avoir été le coach de Conor McGregor et qui s'est intéressé au mouvement libre en disant que dans de nombreuses disciplines sportives, finalement, on était très fermé sur des axes bien précis et que lui, ce qui l'intéressait, c'était d'aller chercher la gamme de mouvements la plus complète possible pour essayer de développer les qualités physiques de la façon la plus complète possible également. Mais là c'est pareil, c'était bien sympa, on trouve plein de vidéos sur internet, mais moi, comment est-ce que j'exploite ça dans mes ateliers, comment est-ce que j'en fais quelque chose au service d'une activité artistique, là-dessus j'étais complètement paumé. Et là, de nouveau un petit coup de pouce de la vie qui m'envoie vers Animal Flow, complètement par hasard. Voilà, je cherchais pas, j'ai eu une pub Facebook, comme quoi les algorithmes ça a aussi du bon parfois, qui m'a fait découvrir cette méthode et j'ai plongé dedans, donc j'ai fait une masterclass, puis la masterclass m'a plu, donc je me suis formé, je suis devenu coach Animal Flow et là pour le coup ça m'a vraiment apporté un cadre. Je savais donc Animal Flow, je reprécise quand même pour les personnes qui ne voient pas ce que c'est du mouvement quadrupédique au sol. Donc on est tout le temps au sol. Pour la faire courte et très simple, comme je dis souvent, c'est un mélange de yoga, de breakdance et de gymnastique, où le but c'est vraiment d'aller explorer le sol dans du mouvement. Alors pour le coup, c'est pas du mouvement qui est très libre, parce qu'il y a des mouvements au contraire qui sont très cadrés dans Animal Flow. Mais à ce moment-là, c'était ce dont j'avais besoin, puisque ça m'apportait la structure qui me manquait. Donc comme je disais, j'ai été formé comme coach Animal Flow, j'ai eu cette première expérience, et puis là j'ai eu envie d'aller plus loin. Donc au moment où j'ai pris la décision d'arrêter le bazar culturel, donc décision, je répète, qui ne s'est jamais mise en place, le métier qui m'a paru le plus évident, en tout cas la formation qui m'a paru la plus évidente, c'était celle de coach sportif. Parce que du coup, là, j'allais vraiment avoir un cadre avec une structure très claire et des choses que j'allais pas forcément pouvoir exporter telles quelles, mais en tout cas qui allaient me servir de base, de modèle pour construire une approche artistique basée sur le corps par la suite. Et donc, début 2024, j'ai commencé une formation de coach sportif. Voilà ce que j'ai annoncé en story il y a quelques temps sur les réseaux sociaux. J'ai reçu pas mal de commentaires de gens qui avaient été très étonnés. Et si, c'est vrai, voilà. En fait, c'est exactement ce qu'il me faut actuellement, puisque du coup, je vais pouvoir aller chercher des compétences qui vont être directement transposables dans le travail que je veux faire. Et au-delà de ça, ça va me permettre, c'est bête, hein, mais du coup ça va me permettre d'avoir une roue de secours si jamais l'association s'arrête. Il va de soi que j'ai encore beaucoup de travail pour développer une méthodologie qui me convienne et qui fasse vraiment le pont entre sport et art. Et là, les prochains mois vont vraiment être des mois à la fois de formation, mais aussi de lecture, parce que je ne vais pas tout réinventer. Il y a eu d'excellents professionnels qui sont passés avant moi et qui ont déjà mis en place des choses, donc je vais essayer de me former le plus possible pour pouvoir ensuite retransmettre ça dans ma pratique. Donc la priorité pour moi sur les prochains mois, ça va être d'une part de développer Animal Flow,
et d'autre part de développer cette technique, de peaufiner, de tester des choses, de partir peut-être dans plein de directions pour essayer de trouver en fait ce qui me correspond vraiment. Voilà. Il va aussi y avoir dans un second temps la reprise des spectacles professionnels pour le coup, puisque je reprends mon spectacle jeune public Mishka en fin d'année. Voilà, donc c'est un spectacle pour les enfants à partir de 3 ans qu'on va jouer en Eure-et-Loire, dans une petite commune d'Eure-et-Loire en décembre 2024. J'en profite pour dire que je recrute 2 comédiens pour ce spectacle, donc 2 comédiens hommes. Donc s'il y a des personnes intéressées qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer votre candidature. J'ai aussi un projet de seul en scène, puisque j'avais dit qu'en 2024, je remonterai sur scène. Donc c'est un tout petit spectacle pour le coup, qui se fera sous forme de lecture théâtralisée et qui est une adaptation du discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, dont la première représentation n'est autre que samedi prochain au Bazar Festival. Et ouais, l'échéance de cette vidéo, vous avez vu, tout est calculé les gars. Donc n'hésitez pas à vous rendre au Bazar Festival Fontenay-sur-Eure le samedi 20 avril. Voilà, j'y représenterai de la servitude volontaire à 18 h. Parenthèse pub fermée. Et l'autre gros projet sur lequel je travaille, c'est une adaptation du roman de Dan Millman, Le Guerrier Pacifique, que je vous invite vraiment à lire si jamais vous ne le connaissez pas. Le Guerrier Pacifique, c'est un roman initiatique, un petit peu dans la même lignée que L'Alchimiste de Paulo Coelho, qui est beaucoup plus connu. Alors pour le coup, L'Alchimiste, moi j'ai tardé à le lire parce que tout le monde m'en avait dit beaucoup de bien en me disant c'est génial ce roman, il faut absolument que tu le lises. Et en fait, je l'ai lu et je ne l'ai pas trouvé transcendant. Enfin, il m'a appris des choses, disons que j'avais déjà fait ce cheminement personnel là, et donc il m'a appris des choses, ça peut paraître un peu prétentieux dit comme ça, mais pas que je savais déjà, mais disons que il m'a pas autant bousculé que Le Guerrier Pacifique, qui à mon sens va beaucoup plus loin. Donc je vous invite à découvrir ce roman et j'espère pouvoir le mettre en scène très bientôt. En tout cas, j'y travaille. Et enfin, le dernier projet de création, il m'est tombé dessus un petit peu comme ça, puisqu'il m'a été confié par mon ami compositeur Frédéric Dorval, grand résistant, qui m'a sollicité pour réaliser le clip d'un hymne des souverainistes, une musique donc, qui s'appelle La Souveraine, et qui vise à unir toutes les personnes qui pourraient se retrouver dans le terme de souverainiste. Moi j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de dire toutes les personnes qui pourraient se retrouver dans le terme de résistant à une politique néolibérale telle que celle qu'on connaît actuellement. Moi-même, hein, je ne me considère pas forcément comme souverainiste, c'est pas un mot qui me parle. En tout cas, je sais ce que je veux politiquement, et clairement l'union de la population en fait partie. Donc j'ai accepté avec grand plaisir cette proposition et bah voilà, on verra bien, ça va être une première pour moi. Le clip va pas sortir tout de suite, hein, mais pour celles et ceux qui veulent déjà en découvrir un petit extrait, il y a une version courte de la musique qui a été publiée par Fred sur sa chaîne, Frédéric Dorval, je vous remettrai le lien dans la description. Ok, bon. Et le podcast dans tout ça? Bah oui, parce que vous êtes bien mignons là, mais c'est quand même le titre de la vidéo, donc voilà, j'ai parlé de tout sauf de ça. Non, mais en vrai, les gars, il fallait que j'introduise, parce que voilà, il y avait des choses à comprendre avant, bref. Alors, en général, la vie fait bien les choses, et quand elle essaye de nous faire passer un message, elle nous l'envoie de plusieurs façons. Je vous disais tout à l'heure que c'est au moment où j'ai lâché l'affaire que ça a commencé à se débloquer au niveau du bazar culturel. Et ben c'est complètement la même chose qui s'est passé avec Rideau Rouge, puisque depuis quelques mois, je suis dans une galère pour trouver des invités. Jusqu'ici, ça ne m'était jamais arrivé de me retrouver à court d'invités, et là, depuis, ouais, je dirais à peu près depuis décembre, depuis à peu près la même période en fait, j'ai beaucoup de refus d'invités qui ne veulent pas passer sur le podcast parce qu'ils ont regardé la liste des précédents invités et qu'il y a dans la liste des gens avec qui ils ne sont pas en accord politiquement ou en termes d'idées et qu'ils n'ont pas envie d'être rattachés à ça. Voilà. Donc soit des gens qui sont étiquetés à gauche et qui du coup ont vu que j'avais invité des gens étiquetés à droite et qui veulent pas se retrouver dans le même podcast qu'eux, soit l'inverse. Et du coup, bon, autant vous dire qu'à titre personnel, je trouve ça complètement débile et je crois pas que c'est comme ça qu'on fera avancer la démocratie en France. D'autant que c'est des personnes, il y a tout type de profil, hein, mais globalement les personnes qui refusaient pour cette raison-là sont plutôt quand même des personnes qui se prétendaient ouvertes d'esprit. Certains se prétendaient carrément anarchistes. Voilà, je suis désolé, hein, je vais être un peu cash, mais je vois pas comment tu peux prétendre défendre des idées anarchistes et puis complètement faire le jeu du système en ne serait-ce que refusant de discuter avec d'autres personnes. Voilà, donc soit j'avais des refus directs, soit pire, j'avais des gens
qui me demandaient des justifications sur pourquoi je les invitais eux après avoir invité telle personne. Et là du coup je me retrouvais à devoir produire des lettres de motivation pour expliquer à un invité pourquoi je l'invitais. Et donc tout ça c'est vite devenu ingérable puisque ça me demandait beaucoup plus de temps pour avoir une acceptation et un invité qu'auparavant. Et à ça s'ajoutent tous les invités qui m'ont posé des lapins à la dernière minute. Donc il y en a qui ont pu être reportés, mais il y en a d'autres, ils m'ont posé un lapin, ils ont disparu dans la nature. Donc ils ont accepté parfois après négociation pour finalement ne pas venir au dernier moment. Enfin bref, en gros ça a commencé à me gonfler très très vite pour la faire courte. D'autant que, comme vous le savez, le podcast, je le produis bénévolement, en plus de mon travail, et que, pour faire le lien avec la première partie de la vidéo, tout ça se passe au moment où mon activité, elle est vraiment en train de décoller, et où en fait, j'ai de moins en moins de temps aussi. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas du genre à rester dans une situation qui me gonfle sans rien faire. Si j'en ai marre de quelque chose, je me casse. Et donc, c'est un petit peu ce que j'ai décidé de faire. Voilà, je me suis dit, ça ne fonctionne plus, donc autant arrêter. La solution idéale, ça aurait été de juste réduire le nombre d'épisodes, de dire honnêtement, j'arrive plus à produire un épisode par semaine avec des invités de qualité, donc on arrête de faire un épisode par semaine, on continue le podcast et on sort, je sais pas, un épisode par mois ou du moins un épisode dès que j'ai un invité intéressant, voilà, sans forcément de régularité, et puis tant pis, et on continue comme ça. Parce qu'il y a des chaînes, il y a des médias avec lesquels ça fonctionne très bien. Je pense notamment à Elucide, qui est un super média d'ailleurs. Je vous recommande la chaîne Elucide si vous ne la connaissez pas. Et sur Elucide, il va recevoir des personnalités qui sont étiquetées de façon très différente et ça ne pose pas de soucis. Peut-être que c'est un média aussi qui leur donne davantage de visibilité et donc il y a un intérêt pour eux d'y participer. Bref, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. En tout cas, c'est possible. Sauf que moi, j'avais pas cette possibilité-là, puisque par ailleurs, j'avais signé un contrat au mois de janvier avec un monteur qui m'engage à produire un épisode par semaine. Et donc, j'étais complètement bloqué. Soit je continuais Rideau Rouge avec un épisode par semaine, soit je devais faire autre chose. Et comme je vous ai dit, c'était pas possible pour moi de continuer Rideau Rouge. Donc la solution, ça a été d'arrêter. Complètement et définitivement. J'aurais pu choisir aussi de continuer le podcast et de reprendre un angle moins politique, mais j'aurais eu l'impression de me renier et de ne pas être honnête envers moi-même. C'est pas ce que j'avais envie de faire et j'avais pas envie j'avais pas envie de prendre une direction par défaut. Sur Rideau Rouge aussi, j'ai pris beaucoup de temps à trouver mon style, à trouver le type d'interview que je voulais faire, le type d'invité que je voulais avoir, et je trouve que j'ai plutôt bien réussi sur cette dernière période, qui a vraiment un fil rouge assez intéressant. Enfin voilà, en tout cas, je sentais que j'avais vraiment trouvé quelque chose qui me convenait et j'avais pas envie de tout gâcher. J'ai aussi, même si c'est juste un podcast, l'envie de faire œuvre, entre guillemets, c'est-à-dire que Rideau Rouge, pour moi, c'est un petit peu comme un roman. On l'ouvre au chapitre 1, à l'épisode 1, et puis à un moment, ce roman, il se referme. Et en fait, je préfère qu'il se referme sur une bonne note, entre guillemets, et qu'on écrive ensemble un nouveau roman par la suite, plutôt que de continuer et de faire un petit peu comme un Disney avec la suite de trop, quoi. En plus de ça, et c'est pour ça que j'ai fait cette introduction un petit peu longue sur le bazar culturel, ce podcast, il me représentait au démarrage du bazar culturel. Juste au niveau du générique, ça s'entend. Il y a tellement de choses qui ont été bousculées depuis que ce podcast, il me représentait il y a 1 an et demi, il ne me représente plus aujourd'hui. Ni il ne représente plus qui je suis, ni ce qu'est le bazar culturel. Tout ça, ça a bougé. Et donc, il est temps pour moi de clore vraiment cette page, de terminer ce roman, de mettre un point final. Et comme, encore une fois, la vie fait bien les choses, c'était normal que je ne trouve plus d'invités au moment où est venue l'heure pour moi de faire autre chose. Voilà. Rideau Rouge s'arrête, et vous l'aurez compris, je lance donc un nouveau podcast qui s'appelle Mimesis et qui conservera le même format, à savoir des émissions hebdomadaires entre 30 minutes et 1 heure avec des invités. Pour les fans de Rideau Rouge, vous allez voir beaucoup de similitudes avec Rideau Rouge, mais il y aura aussi quelques différences. Ne serait-ce que dans les thématiques qui seront abordées, puisqu'on y parlera beaucoup plus d'art, de mouvement et de pratiques physiques. C'est vers ça que je tends professionnellement et donc c'est ça aussi que j'ai envie de représenter dans mon podcast. Sachant que j'ai beaucoup appris avec Rideau Rouge au contact de mes invités et donc là l'idée c'est aussi évidemment de pouvoir aller rencontrer des personnes qui ont déjà une approche qui est plus poussée que la mienne et puis pouvoir apprendre aussi à leur contact et transmettre ces apprentissages via des podcasts. C'est ça qui m'intéresse. Donc là-dessus, on garde quand même la trame de fond
entre guillemets, de rideau rouge, à savoir le partage de savoir. La mimésis, tout comme le rideau rouge, c'est une expression qui vient du théâtre. Ça nous vient d'Aristote, en fait. C'est le fait pour une œuvre d'art d'imiter la réalité. C'est ça qu'on appelle la mimésis. Et donc je trouve ce mot assez joli, assez chouette. Et donc je suis très content de ce nouveau podcast qui va arriver et qui démarrera fin mai. Il va de soi que je vais avoir besoin de vous pour promouvoir ce nouveau podcast, puisque je vais repartir de zéro, peut-être aussi avec une communauté qui ne va pas forcément me suivre, parce qu'on ne sera pas du tout sur le même type d'invité que Rideau Rouge. Mais voilà, j'espère que pour certaines d'entre vous, vous serez encore là et que vous continuerez d'écouter et de soutenir la chaîne. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir. Il va y avoir aussi des petits changements techniques avec ce nouveau podcast, puisque les émissions seront diffusées au format audio sur les plateformes de streaming et si tout va bien, je croise les doigts, au format vidéo sur YouTube. Donc on va monter un petit peu d'un cran en termes de qualité. En attendant, Rideau Rouge, c'est pas terminé. Il reste encore quelques épisodes avec des invités de qualité. Et puis surtout, j'ai envie de conclure cette émission en beauté avec un énorme feu d'artifice. Et donc, pour le dernier épisode, qui sera le 70e, j'ai envie d'un épisode collaboratif. J'avais déjà fait une compilation pour le 50e épisode, et cet épisode vous avait beaucoup plu. J'ai donc envie de faire un petit peu la même chose pour le dernier. C'est pourquoi je vous invite toutes et tous à me faire parvenir sous la forme d'un enregistrement audio votre réponse à la question « Quel événement m'a fait prendre conscience de ma classe sociale, du fait d'être ou non privilégié et ou de l'existence des rapports de domination ?» Question un petit peu complexe, mais si vous aimez Rideau Rouge, vous avez l'habitude. Voilà. Donc je ferai un montage des différents enregistrements que je recevrai et je les compilerai pour produire un épisode 70 qui, avec un peu de chance, abordera des sujets qui n'ont pas encore été abordés dans Rideau Rouge. Mine de rien, en 70 épisodes, on balaye un panel quand même intéressant de sujets sur plein d'aspects différents de la vie, mais il y a des choses dont on n'a pas parlé. Et donc là, c'est aussi un petit peu l'occasion. Donc si vous avez des expériences de vie à raconter, n'hésitez pas. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire passer le message autour de vous pour qu'on récolte un maximum de témoignages. Les témoignages, ils sont à envoyer avant le 10 mai à l'adresse mail que je vous mets dans la description de la vidéo. Pour conclure cette vidéo, je vous proposerai simplement l'extrait d'une interview d'Harry Belafonte donnée en 2012 au Festival du film de Locarno à l'occasion de la sortie de son autobiographie. Harry Belafonte dit « J'ai été activiste avant de devenir artiste » et ce sont des paroles dans lesquelles je me reconnais plutôt bien puisque c'est aussi ce que j'ai fait depuis 5 ans en fait. J'ai réveillé, entre guillemets, j'ai nourri l'activiste qui était en moi, le militant qui était en moi. Mais pendant ce temps-là, l'artiste, lui, il était en sommeil et aujourd'hui, il est temps pour moi, maintenant que cet activiste est bien ancré, il est temps pour moi d'aller réveiller l'artiste parce que lui aussi, il a des choses à dire. Depuis 5 ans, il a eu le temps de mûrir, d'acquérir de l'expérience et du savoir. Et aujourd'hui, ce savoir, on va le transmettre. Allez, je vous lis l'extrait en entier et on s'arrêtera là-dessus. J'ai été activiste avant de devenir un artiste. Paul Robson nous a dit un jour que les artistes sont les gardiens de la vérité. Et quand leur voix est réduite au silence, la civilisation prend fin. Que nous étions peut-être l'un des instruments les plus importants dans l'expérience humaine. Et donc, avec cette noble pensée, cette bénédiction, cette conviction que le don de l'artiste avait un but autre que sa renommée, sa richesse économique, le but d'inspirer, d'instruire, de mettre en lumière le drame sur les problèmes rencontrés dans la vie, pour inciter les humains à apprendre des choses sur les autres, que c'était là où il fallait être. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie a toujours été à l'aune de cette conscience, pour demander « que voulez-vous dire ? Pourquoi ?» et l'importance de le faire savoir aux autres. Aller vivre parmi les misérables de la terre, parmi les pauvres, parmi ceux qui luttent pour la vérité et la dignité humaine. C'est là où j'aime le plus être et que j'ai passé ma vie dans cet espace social. C'est comme ça que je me suis construit et que je suis devenu qui je suis. J'ai toujours pensé que l'art était un pouvoir et une force qui ont le droit moral de violer la loi si la loi est injuste. C'est pourquoi je suis allé dans ces pays. Il parle de l'Allemagne de l'Est et de Cuba, sous blocus américain à l'époque. Nous, les artistes, ne devons jamais compromettre notre mission, notre responsabilité. Comme c'est arrivé au reste de la culture, l'argent a préempté la vie, les valeurs. Les artistes ont capitulé, cédé aux diktats de l'argent. Ils ont renoncé à leur devoir d'aîné. Ce qui est profondément troublant, c'est que la plupart du très grand nombre d'artistes noirs aujourd'hui
n'ont jamais utilisé leur plateforme pour inspirer, instruire ou attirer l'attention de leur auditorat sur la compréhension d'une humanité plus profonde, ni sur celle du monde dans un contexte plus large. Le pouvoir est devenu une fin en soi et a tout détruit sur son passage. Nous avons nié qui nous sommes. Le pouvoir corrompt la culture, la religion, la civilisation. Nous avons tourné le dos à la vérité. Si nous ne changeons pas, nous serons les armes de notre autodestruction. Merci à tous et à très vite.